Nouvelle édition du débat sur Canal 2 Info, la chaîne bleue. Merci madame, merci monsieur d'être au rendez-vous. Une nouvelle édition du débat qui va nous permettre de rentrer dans une relation économique et politique entre l'Afrique et un autre géant de l'espace planétaire. Un géant qu'on dit très souvent endormi sur le flanc africain, une présence pas souvent assez remarquée sur ce flanc-là, qui entend aujourd'hui se réveiller. Aujourd'hui, après 2008 et 2011, l'Inde et l'Afrique tiennent le troisième sommet qui réunit, n'est-ce pas, les pays africains et ce pays de l'Asie qui entend rattraper un peu le retard qu'on lui a souvent dressé sur le plan de sa coopération avec les pays africains. Madame, Monsieur, pour en parler ce soir, nous aurons deux invités, comme cela est de coutume, dans le cadre du débat. Et ces deux invités sont déjà dans ce studio et on va leur souhaiter la bienvenue. Tout d'abord, Louis Kemayou, qui est avec nous dans ce studio. Lui est président, n'est-ce pas, de l'amicale, n'est-ce pas, de l'amicale française, hein, de l'amicale africaine, de l'information africaine en France. Il est avec nous dans ce studio. Merci, lui, d'être là. Merci, bonjour. Voilà. Louis Kemayou, à côté de qui nous aurons aussi notre habituel consultant, Elie Smith, lui aussi journaliste. Merci Elie d'être avec nous. C'est toujours un plaisir d'être là. Voilà. On va donc au cours de cet échange, de cette nouvelle échange, de ce nouveau débat sur la chaîne bleue, nous intéresser à cette relation entre l'Inde et l'Afrique. Sous la houlette du Premier ministre indien actuel, Modi, l'Inde entend donc rattraper son retard comparé aux pays comme la Chine, mais aussi à la place qu'elle avait pensé et espéré avoir sur le continent africain déjà dans les années 60 et un peu plus avant même, lorsqu'on évoque la relation lointaine, millénaire même, entre l'Inde et l'Afrique. On avait parlé du chemin de la soie qui aujourd'hui est en marche d'être reconstitué par le flanc, n'est-ce pas, de la relation de ces deux pays. Alors, Elie Smith, on va commencer à s'intéresser à la question en revenant sur quelques aspects historiques. Aujourd'hui, quand on évoque cette conférence qui se tient entre l'Inde et l'Afrique du côté de New Delhi, on a l'impression que c'est un fait nouveau. Et il est évident que l'Inde et l'Afrique n'ont pas une relation aussi nouvelle que ça. Non, ils n'ont pas une relation aussi nouvelle. C'est une très vieille relation. Les gens disent que c'est presque 1000 ans. Il y a un certain philosophe, Stephen Oppenheimer, il a dit que ça fait environ 1000 ans que l'Inde, en particulier le sud de l'Inde et la partie orientale de l'Afrique, ont toujours... Quand vous allez par exemple à Kilwa, à Mombasa, à Lemu, vous voyez beaucoup de vestiges jusqu'en Afrique du Sud. Rappelez-vous que même le père indien, comment il s'appelle, Mahatma Gandhi, il vient de l'Afrique du Sud. C'est un Sud-Africain normalement. Et puis il a même créé la Indian Congress en Afrique du Sud. Donc c'est quelque chose qui a duré longtemps. Mais le problème est que l'Inde a ses propres problèmes qui a fait que les gens n'ont pas pu voir. Mais si vous êtes... Et puis ils n'ont pas une stratégie peut-être envahissante, entre guillemets, comme la Chine. Ils ont des pays spécifiques. Par exemple, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a la plus grande communauté indienne au monde, hors de l'Inde. Et puis, ils se sont focalisés à l'île Maurice, au Nigeria, l'Égypte, la Tunisie, le Libéria, et puis l'Ouganda. N'oublions pas que beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, rappelez-vous quand Idi Amin est venu au pouvoir, je crois en 1976, si mes mémoires sont bonnes, il a fait expulser une majorité des Indiens, qui a fait que beaucoup sont rentrés, ils sont partis en Angleterre, mais ils ont commencé à revenir quand Yoweri Museveni est revenu au pouvoir. Donc les relations entre l'Inde et l'Afrique, c'est des relations lointaines. Et puis, voyez-vous, il y a aussi des très profonds entre l'Afrique du Sud et l'Inde. Par exemple, l'Inde a une histoire très violente pendant les périodes électorales. Quand il y a les élections en Inde, et c'est les élections qui durent 3 semaines à 1 mois, on déplace le championnat indien de cricket pour venir jouer en Afrique du Sud. Donc, vous voyez que c'est des relations très profondes que beaucoup de gens semblent ne pas peut-être connaître. Oui, mais Louis Kemayou, au-delà de cet aspect relationnel qui date d'un peu plus de 1000 ans, il y a quand même que l'Inde, à plus d'un égard, aurait quand même pu, bien avant la Chine, être présent en Afrique. Mais on constate quand même qu'il y a eu un relâchement. L'Inde a quand même mis pied vers l'Afrique bien avant la Chine. Mais comment est-ce qu'on peut justifier ce retrait ou cette position finalement en retrait de l'Inde aujourd'hui quand on le constate du côté de l'Afrique? Probablement qu'elle a misé sur d'autres partenaires. Les relations difficiles qu'évoquait Elie Smith, à la fois avec l'Ouganda, mais certains autres pays africains, comme le Kenya, où il y a eu des problèmes avec la communauté indienne, ont fait qu'à un certain moment, malgré le Commonwealth,
malgré l'histoire commune, l'Inde s'est tournée vers des grandes puissances comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, pour faire en sorte que son soft power se développe à travers ces communautés qui sont installées là-bas. Et ça marche plutôt bien parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Silicon Valley, on oublie souvent qu'il y a un sous-traitant pour la Silicon Valley qui s'appelle l'Inde. Et donc, à la Silicon Valley, vous avez beaucoup de spécialistes qui sous-traitent leurs produits en Inde. Et vous avez également, au niveau de la Grande-Bretagne, malgré le fait que l'Inde aujourd'hui n'est plus la grande Inde qu'on connaissait. Elle est amputée du Sri Lanka, elle est amputée du Pakistan et de quelques autres petits autres pays. Ce pays reste quand même très puissant, deuxième derrière la Chine en termes de population, mais surtout très importante. Si on devait faire le partenariat de l'Afrique avec l'Asie, on placerait en tête le Japon, on placerait probablement la Chine également, on placerait la Corée du Sud, mais il ne faut pas oublier l'Inde qui revient quelque part dans un paysage auquel elle n'est pas si étrangère que cela. Voilà, un paysage peut-être pas aussi étranger à l'Inde, mais quand on regarde finalement cette coopération qui semble avoir existé entre l'Inde et l'Afrique, on est bien évidemment obligé de constater que l'Afrique australe et orientale étaient les champs favoris. Est-ce que vous n'y voyez pas la proximité avec la mer qui sépare ce flanc de l'Afrique et l'Inde, et que finalement on a l'impression que l'Inde n'a pas voulu aller au-delà, n'est-ce pas, de ce qui était la proximité frontalière? Non, mais remarquez que quand on parle, et Lille a bien souligné, de l'île Maurice, l'une des industries dans laquelle l'île Maurice réussit véritablement, c'est l'industrie du textile. Et ça, c'est par rapport à ses rapports avec l'Inde. Et même au niveau de l'île Maurice, ceux qui développent cette industrie, ce sont les Indiens. Donc, le rapport, oui, il est facilité par cet océan Indien qu'il y a entre l'Afrique et le sous-continent indien. Mais il faut dire qu'elle n'a pas beaucoup investi en tant qu'État, mais ses ressortissants sur le continent africain ont beaucoup fait pour que la flamme continue d'être entretenue entre l'Inde et l'Afrique. Alors, avant de rentrer dans quelques éléments de compréhension de ce troisième sommet Inde-Afrique, on a souvent aussi eu des questions autour de la capacité à s'intégrer, n'est-ce pas, des Indiens qui souvent se retrouvaient sur le continent africain. Est-ce que ça n'est pas aussi là un facteur qui peut justifier, on va dire, la très petite percée de l'Inde en Afrique? On dit souvent que les Indiens en communauté sont refermés sur eux-mêmes. Est-ce que vous n'y voyez pas aussi des ingrédients qui ont pu atténuer la présence de l'Inde, comparé par exemple à un pays comme la Chine en Afrique? Bon, oui et non. D'abord, les Chinois aussi, quand ils arrivent, ils sont aussi en communauté. Les Français sont en communauté. Tous ces étrangers qui viennent en Afrique sont en communauté. Je pense que le problème de l'Inde, ça a été un facteur économique d'abord. Et puis, il faut savoir qu'en termes idéologiques et politiques, l'Inde n'est pas comme la Chine. Et puis, en termes, vous avez vu, il y a un moment, dans les années 60, il y avait d'abord un système très socialisant. L'économie indienne n'était pas si puissante comme elle est devenue aujourd'hui. Donc, la vision n'était pas la même. Et deuxièmement, je pense que c'est quand l'Inde a commencé à émerger comme une puissance industrielle que je crois qu'en termes concurrentiels, il faut savoir que l'Inde et la Chine ont toujours une certaine concurrence qui se font. Par exemple, quand le Pakistan a fait sécession de l'Inde, oui, les gens qui ont aidé le Pakistan étaient des Chinois. Et ils sont allés en deux guerres avec la Chine, et la Chine a été toujours vainqueur sur les côtes, les flancs himalayennes de l'Inde et puis de l'Inde et la Chine. Mais pourquoi ils n'ont pas eu ce genre d'influence? C'est que, ce sont des individus. C'est le secteur privé indien qui a impulsé, qui est venu... Beaucoup plus que la structure étatique? Beaucoup plus que la structure étatique. Concernant la Chine, c'est l'État. Et si vous voyez un peu par comparaison, en termes d'investissement privé indien, donc qui n'a pas le soutien de l'État, l'Inde dépasse les Chinois. Mais si vous mettez maintenant en termes de comparaison investissement des États, c'est la Chine qui dépasse. Donc le problème, c'est deux politiques différentes, il faut vous rappeler. Ça peut peut-être énerver ceux qui sont sinophiles et qui aiment la dictature, et que l'Inde, c'est quand même une démocratie, donc souvent c'est difficile de prendre une mesure comme la Chine. La Chine peut décider aujourd'hui, je m'en vais construire une autoroute entre le Cameroun et l'Algérie. Personne ne va discuter, on met l'argent, mais en Inde, il faut discuter. Oui, il y a eu ce problème, par exemple, en Ouganda,
au Kenya, et même aussi en Tanzanie, où on se plaignait que les Indiens contrôlaient toute une part de l'économie, et ça a créé souvent des frustrations, mais je ne pense pas que c'est ça qui a fait que, ce n'est pas ça qui a empêché que la Chine prenne le dessus. Je crois que c'est la politique interne de ces deux pays qui a donné l'avantage à l'autre et puis désavantagé l'autre. Alors, à un moment quand même de cette relation lointaine entre l'Inde et l'Afrique, certains évoquent aussi ce parti pris des pays africains pour la Chine dans le conflit entre l'Inde et la Chine justement, et que finalement, cette attitude des Africains aurait freiné suffisamment l'Inde dans son engagement. Est-ce que vous y voyez des éléments finalement de rétraction de la part de l'Inde? La question se pose plutôt aux Africains aujourd'hui, parce que le vrai problème au niveau de la diplomatie du continent africain, s'il faut la généraliser, si jamais on pouvait parler de cela, parce qu'il n'y a pas de diplomatie européenne, par exemple, le véritable problème au niveau de cette diplomatie, c'est que la plupart du temps, on se retrouve avec des partenaires qui ont une politique en direction de l'Afrique. Et en face, il n'y a pas une politique de l'Afrique pour accueillir ces investisseurs. Il n'y a pas de répondant. Et donc, ça fait que l'agenda qu'emmène un investisseur ou un partenaire arrive généralement comme s'il était sur un terrain vierge. Et quand on est dans un terrain vierge, on fait tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est dans cette situation, c'est dans ce cas de figure que l'on se retrouve, remarqué même au niveau de l'Union africaine. Quand le Maroc se plaint de la position de l'Afrique sur le Sahara occidental, ou le Front Polisario, c'est cela qui divise. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire front, on n'arrive pas à identifier où sont les priorités pour que finalement émerge une position qui soit d'abord celle de l'Afrique, ensuite à laquelle adhèrent les partenaires de l'Afrique. Et donc, avec l'Inde, on a eu affaire au même péché originel concernant les diplomates africains, c'est que leur voix n'a pas été très audible, leurs positions n'ont pas été très compréhensibles. Et au bout du compte, quand il y a ce type de flou, c'est le privé, c'est le secteur privé par moment qui prend le pas sur l'État en attendant que les positions soient harmonisées. Voilà, on a donc, si on s'en tient aux différents développements, une relation plurimillénaire entre l'Inde et l'Afrique. On se souvient bien que à l'époque, sous Indira Gandhi, c'était le sommet des non-alignés, c'était déjà en 83. Et puis il y a eu 2008, le premier sommet entre l'Inde et l'Afrique. On avait compté quelques 14 pays seulement. Et puis en 2011, le deuxième sommet, c'était du côté d'Addis Abeba. On a compté 11 pays. Cette fois-ci, ce troisième sommet qui se tient à New Delhi offre quand même la participation d'une quarantaine de pays. Et le Premier ministre Modi entend, par ce regroupement, relancer la machine indienne. Alors, Elie, qu'est-ce qui peut aujourd'hui susciter cet intérêt? On a véritablement l'impression que l'Inde en fait une affaire capitale cette fois-ci. Oui, je crois qu'Emmanuel a répondu en partie. Ce qui se passe, c'est vous avez vu la crise ou le réajustement économique qui se fait en Chine, qui affecte beaucoup de pays africains. Donc les pays africains sont en quête d'une diversité de partenaires. Et puis l'Inde, quel qu'en soit ce qu'on dit, en cette année et l'année prochaine, l'Inde aura une croissance d'environ 7%. Ce n'est pas assez, mais quand même c'est beaucoup. Et l'Inde va aussi investir massivement dans l'infrastructure. Et qui dit investir massivement dans l'infrastructure veut dire importer des matières premières. Et comme nous sommes les pays qui exportent principalement des matières premières, donc je pense que c'est les raisons pour lesquelles beaucoup de pays y vont. Sachez que aussi, et de l'autre côté, c'est aussi un grand marché en dehors de la population indienne qui est de 2 milliards quelque chose. Il y a d'abord la diaspora indienne qui suit derrière, qui est un grand atout, un potentiel que les pays africains, s'ils exploitent bien, peuvent profiter. Parce que vous savez, les pays qui ont profité de l'investissement indien sont peu. Vous avez le cas du Nigeria, vous avez l'île Maurice en ce qui concerne le textile. Il y a 50 milliards que le secteur privé indien a investi depuis un certain temps, mais la majorité est allée à l'île Maurice. Et dans le secteur de matières premières, le premier partenaire c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, on a le Libéria. Donc je pense que si cette fois-ci, les Africains sont allés là-bas massivement, ils ont vu la nécessité de la diversité. Et aussi les Indiens ont une parole qui disent, par exemple le porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien, M. Vikas Swarup, a dit « Notre relation avec l'Afrique ne serait pas une relation d'exploitation ou d'exploitation ou basée uniquement sur les matières premières. » Ça veut dire quelque part, il y a une concurrence qui se fait
entre l'Inde de l'autre côté et puis la Chine. Puisque la Chine est dans une phase de réajustement économique, ça ralentit. L'Inde doit, pour accélérer sa croissance, investir massivement dans son infrastructure. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est une occasion pour l'Inde, bonne occasion pour l'Inde, une bonne occasion aussi pour l'Afrique. Alors, Luc Kemayou, même si on doit reconnaître qu'il y a toujours des intérêts entre les relations qui régissent des pays, on va peut-être se tenir à ce discours du porte-parole, n'est-ce pas, du gouvernement indien, mais d'autres analyses évoquent quand même cette déception que l'Inde aurait finalement rencontrée dans sa relation avec l'Occident. Beaucoup d'investissements, différentes crises financières. Est-ce que ce choc et cette déception et ces capitaux que l'Inde aurait perdus du côté de l'Occident ne l'obligent pas aujourd'hui à trouver dans l'Afrique un nouveau marché? Tout le monde en a besoin. D'abord, en termes de stabilité, parce qu'il ne faut pas oublier que notre secteur bancaire, en Afrique de façon générale, est l'un des secteurs qui dispose de plus de liquidités. Des liquidités qui ne sont pas toujours investies, parce qu'on prête peu. La plupart des banques estiment qu'aujourd'hui, au niveau et des particuliers et des entreprises, il y a très peu de patrimoine sur lequel on peut miser, gager pour prêter de l'argent ou aux entreprises ou aux privés. Du coup, ils ont un matelas très important d'argent qu'ils ne peuvent pas réinjecter dans le circuit et donc qu'ils peuvent prêter à la rigueur. Et miser dans des pays comme ceux-là, c'est miser sur de l'assurance parce qu'il n'y a pas de produits toxiques comme on les a eu aux États-Unis qui ont conduit à la crise de 2008. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que plus un pays s'industrialise, plus il a besoin d'obtenir des matières premières. Et ces matières premières, pour l'instant, sont majoritairement fournies par les pays africains. Et donc, tout le monde vient y faire son marché, les Européens, les Occidentaux de façon générale en premier, les Chinois depuis un certain temps et aujourd'hui l'Inde qui est également en train d'accroître le poids de son industrie, a besoin aussi d'avoir accès à cette mine d'énergie. Et donc l'Afrique en cela représente un marché qui peut être gagnant pour l'Inde. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique elle-même peut tirer comme avantage de ce nouveau marché? C'est difficile à dire parce que quand vous comparez avec l'expérience américaine de l'AGOA qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans grande difficulté, très peu de pays africains ont tiré un grand profit de cela. Quand vous prenez l'Union européenne en termes d'accès au marché européen également, les accords économiques ont été signés, mais on reste aujourd'hui quand même parmi les plus mauvais gagnants enfin, on n'est pas gagnant dans cette opération. Les meilleurs perdants, vous avez on reste Oui, j'ai cherché un euphémisme pour atténuer cela, mais bon, on reste perdant. Aujourd'hui, avec l'Inde, on va malheureusement s'inscrire dans la même dynamique qui est celle de dire on sert la diplomatie, on sert la politique diplomatique d'une puissance extérieure sans jamais arriver à sortir notre épingle de ce jeu-là. Elie Smith, aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a quand même ce regain d'intérêt, même si on peut y voir aussi des petites lacunes sur le plan de l'organisation, comme le disait Luc Kemayou, des Africains eux-mêmes, dans leur capacité à envoyer ou alors à proposer quelque chose à l'Inde. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a des aspects sur lesquels l'Afrique peut s'en tirer en bon compte? Oui, évidemment. Premièrement, on est des pays qui produisent principalement les matières premières. C'est toujours une bonne chose d'avoir deux marchés que d'avoir un seul. Donc je pense que, comme j'ai dit par exemple, d'abord, l'Inde, c'est le principal importateur de l'or et bientôt du diamant. Donc les pays qui sont des exportateurs du diamant et de l'or vont en profiter. Les pays qui exportent le pétrole, comme le Nigeria, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, vont aussi profiter, même les autres matières premières, comme la banane. Vous présentez là une redirection, n'est-ce pas, des champs traditionnels de l'Inde vers l'intérieur de l'Afrique. On va partir de l'Afrique australe pour revenir vers l'Afrique centrale, où on a du pétrole, c'est de l'énergie qu'il s'agit, où on a l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc finalement, on peut envisager une implémentation un peu plus globale de l'Inde en Afrique. Exactement, parce que vous voyez, ils ont signé, je crois, l'année dernière, un grand contrat avec la compagnie de pétrole nigériane pour l'exploitation des blocs. J'ai oublié les nombres des blocs dans le delta du Niger, parce qu'eux aussi, ils veulent avoir une indépendance énergétique. C'est ça qui est la clé.
les Occidentaux le veulent, les États-Unis en particulier et puis l'Union européenne, les pays asiatiques qui émergent. Donc, et l'Inde aussi, avec sa grosse industrie qui a besoin d'énergie. Exactement. Donc l'Afrique, maintenant, c'est à l'Afrique, quoi, comme lui il a dit, c'est à l'Afrique maintenant de s'organiser mieux, ou comme on est incapable d'avoir une politique commune africaine, l'Union européenne qui est plus vieux que nous n'a pas, combien de fois nous qui sommes des États jeunes, je pense que ce qu'on doit faire maintenant aux États individuels. Est-ce que nous allons par exemple continuer à exporter du diamant sans la raffiner, parce qu'un diamant brut et celle qui est raffinée, celle qui est raffinée coûte plus cher. Maintenant, de l'or, comment vont-ils être exportés? Et n'oublions pas aussi que même en matière d'autres produits comme le cacao, du café, est-ce que nous allons produire seulement exporter les fèves du café ou n'est pas la transformation? Je crois que les erreurs qu'on a fait peut-être avec la Chine, on peut la revoir avec l'Inde. Et plus que l'Inde, on va croire ce que M. Vikas Swarup dit, qu'ils ne sont pas là pour exploiter les Africains. Ils ne veulent pas seulement exploiter les ressources minières. Mais c'est aux Africains eux-mêmes à s'organiser, à revoir les erreurs qu'ils ont fait. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une multiplicité des partenaires. Parce que la dépendance sur la Chine, on a vu ce qui se passe par exemple en Zambie ou en Afrique du Sud ou en Angola. La Zambie, par exemple, qui produit, que son économie est basée sur l'exportation du cuivre à 70%, une fois qu'il y a eu des problèmes en Chine... Et que la Chine ne peut plus en acheter comme cela a été le cas. Vous voyez comment la Zambie est en train de souffrir aujourd'hui. Le kwacha a perdu 70% de sa valeur. On a le même problème en Angola. On a aussi le problème aussi au Nigeria. Parce que au Nigeria, peut-être les gens ne le sentent pas parce qu'il y a eu une certaine diversité économique qui n'est pas assez. Eux, ils sont dépendants à 65% du pétrole. Et vous voyez que sur les 36 États du Nigeria, 18 étaient incapables de payer les salaires. Il a fallu que c'est l'État central qui débloque. L'Algérie a le même problème parce que pour acheter la paix, on doit faire les subventions. Donc je pense que avoir un nouveau partenaire sur le marché qui est en train d'émerger et qui est en train d'investir massivement, je crois que c'est quelque chose qui est bien pour les pays africains. Sans oublier qu'au niveau sanitaire, il y a une coopération qui se met de plus en plus en place avec l'Inde et qui n'est pas mauvaise également. Je remarque qu'il y a beaucoup d'évacuations sanitaires qui se font aujourd'hui de pays africains comme la RDC, parfois du Cameroun aussi, vers l'Inde parce que ça coûte nettement moins cher que d'évacuer en Europe. Et puis il y a au niveau des laboratoires également pour la fabrication des produits de la trithérapie. Justement, Louis Kemayou, vous nous permettez de rentrer justement dans ces secteurs qui font aussi finalement la force de l'Inde. Vous évoquez le secteur médical, le secteur pharmaceutique. On a l'impression, vous avez évoqué tout à l'heure avant, la Silicon Valley, l'Inde a une forte capacité de production, par exemple, d'ingénieurs. Et est-ce que vous pensez que l'Afrique ne pourrait pas s'engouffrer dans cette brèche-là pour finalement avoir véritablement ce transfert de technologie qui nous a toujours fait défaut? Ah, c'est indispensable, c'est indispensable. Et je partirais même de quelque chose qui peut paraître moins direct, mais vous voyez sur le problème de la multiple nationalité. Au Cameroun, c'est un débat qui traîne depuis quelques années. Le président Biya avait d'abord accordé que... On vous sent très concerné sur cette question-là, vous de l'autre côté, là-bas. Hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est qu'on a l'impression aujourd'hui, au sein de notre pays, qu'il y a deux catégories de Camerounais. Il y a les Camerounais à part entière et les Camerounais de l'extérieur, qui ne sont pas les mêmes, qui ont moins de droits civiques, qui ont moins... Enfin, on ne va pas rentrer dans le débat. Ce qui est certain, c'est que l'Inde a à peu près le même problème. Ce qui se passe avec l'Inde, c'est que quand vous êtes fils d'Indien, que vous êtes né à l'étranger, c'est-à-dire que vous avez la nationalité d'un autre pays et que vous pourriez avoir la nationalité indienne par votre père ou votre mère, votre parent, par un de vos parents, ce que l'Inde fait, c'est qu'elle vous accorde un droit d'entrer dans son territoire et de vous établir pendant 10 ans. C'est un visa de 10 ans qu'on vous accorde, simplement parce que vous avez un parent indien. Et donc, à n'importe quel moment, pendant ces 10 ans, vous allez et vous revenez en Inde, vous vous installez sans difficulté. L'État l'accorde. Au Cameroun, on ne le fait pas encore. Ça résout quand même un certain nombre de problèmes. Et je crois que le Cameroun ne serait pas mal inspiré de prendre cet exemple indien déjà. Alors, et vous croyez à ce discours, n'est-ce pas, des autorités indiennes qui parlent d'un véritable transfert de technologie? On a quand même des mauvais souvenirs. Et on se rappelle le cas, n'est-ce pas, de la grande filiale Mittal au Sénégal,
qui quand même avait, dans un contrat assez faramineux, promis 20 000 emplois, c'était 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Il y a quand même eu des bémols de ce côté-là. Est-ce qu'à partir de cet exemple, on devrait garder la crédibilité nécessaire à les investissements éventuels de l'Inde? Vous savez, si on considère qu'en diplomatie, c'est comme dans la vie de couple, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est pas parce qu'il y a eu un bas qu'on estimera que la vie de couple, elle est fichue. Non, je pense que ça se vit autour de toutes ces dynamiques-là. On ne peut pas vivre comme si on était sur un long fleuve tranquille, où il ne se passe rien, où aucune vague ne déborde. On est quand même dans une réalité qui est celle que par moment ça peut aller, et par moment ça peut aller un peu moins bien. Je remarque simplement qu'au niveau du Cameroun, jusque dans les années 90, on n'avait pas de tricycle pour transporter ou les gens ou les produits depuis un certain temps, et je pense que ça vient de l'Inde. On a de nombreux tricycles qui parcourent nos villes. C'est tant mieux. Cela permet d'avoir des exemples pratiques. L'Inde aujourd'hui est un pays développé, relativement plus développé que le Cameroun, avec de grosses poches de misère, mais également de très bons résultats économiques. C'est à nous de voir comment on peut faire cohabiter tout cela sur des expériences qui ont marché et que nous pouvons reproduire chez nous. Le soft power dont je parlais tout à l'heure, il ne coûte pas si cher que cela à mettre en place. Ça se bâtit pendant un certain temps. En Afrique du Nord, ils ont commencé à le faire. Ils ont fait des plateaux médicaux où la plupart du temps, nos dirigeants, par moment, quand ils ne souhaitent pas aller en Europe ou qu'ils ne peuvent pas aller en Europe, vont pour se faire soigner. Pourquoi avec l'aide de l'Inde, nous ne pourrions pas établir la même chose? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas monter une industrie pharmaceutique digne de ce nom, ne serait-ce que pour les produits de base? Aujourd'hui, on est dans un pays quand même endémique où on a par moment le problème du paludisme à soigner et d'autres maladies sur lesquelles on n'est plus obligé d'importer des produits. Au moins, on pourrait importer la technologie. Cela nous permettrait de produire sur place, de faire vivre les gens et surtout de les soigner. Alors, l'Inde, c'est à peu près 8% de croissance attendue. L'Inde, c'est un discours africain qui prône une collaboration pour aller vers l'émergence. Ça fait, on va dire, beaucoup de bonnes intentions et on a véritablement l'impression, quand on écoute le Premier ministre actuel se pencher sur la question africaine, que l'Afrique est un véritable champ à ne pas lâcher pour l'Inde. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le statut quand même de superpuissance économique de la Chine pourrait favoriser un peu ce retour en puissance de l'Inde? Oui, exactement, je pense. On a parlé, je crois, à l'introduction, la Chine a des problèmes. Une proximité serait peut-être un peu plus évidente avec l'Inde sur le plan social et les envies que la Chine, qui côtoie déjà quand même les États-Unis et les autres occidentaux. Ah oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais oui et non. D'abord, les Indiens aussi côtoient ces grands. Vous avez vu qu'à un moment, l'Inde était très proche de l'Union soviétique ou de la Russie. Il y a eu un certain réajustement qui s'est fait. Et puis, eux aussi revendiquent la place. D'abord, l'Inde aussi est en train de demander à avoir une place au Conseil de sécurité parce qu'ils sont 2 milliards de 600 millions d'habitants. Et ils ont la bombe atomique. Ils ont la bombe atomique aussi, comme la Chine. Bon, on comprend que la Chine les a beaucoup dévancés. Et Narendra Modi, le nouveau Premier ministre, a compris que le problème de l'Inde, c'est le problème de l'infrastructure. Ils n'ont pas investi massivement dans l'infrastructure. Donc, ils veulent rattraper ce retard. Je pense que la coopération avec l'Inde, on a beaucoup de similitudes avec l'Inde. Ils auront, en termes économiques, une croissance environ en moyenne de 8%. L'Afrique, environ 5 ou 7%. Et puis l'Inde, c'est l'un des pays les plus peuplés. L'Afrique, c'est le deuxième continent du monde. Et puis même en termes de population, nous sommes aussi le deuxième continent le plus peuplé. Donc on a des potentialités. Et au-delà de l'aspect économique, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut apprendre de l'Inde. En termes démocratiques, l'Inde, c'est la plus grande démocratie au monde. On parle souvent des États-Unis. Vous savez, en Inde, les élections, ça dure 3 semaines parce qu'il y a des systèmes comme ça. Donc, je pense au-delà de tout ça, on peut aussi savoir apprendre le système démocratique indien qui peut nous aider parce qu'en termes culturels, on peut peut-être être proche, mais en termes de ruralité, en termes de la frange des gens qui sont pauvres et les gens qui sont riches, donc il y a beaucoup de choses à preuve. Bharti, ceux qui sont les gens qui ont Airtel, ils sont en Afrique. Le cas de Mittal, c'est une multinationale, oui, c'est un Indien qui l'a. Le problème qu'ils ont eu au Sénégal, c'est le même problème qu'ils ont eu en France. On s'est plaint d'eux, ils ont promis de l'emploi, mais vous devez savoir que les capitalistes ne sont pas des socialisants. Là où ils investissent, ils veulent avoir le retour sur investissement. Donc je pense que oui, mais c'est toujours à l'avantage de l'Afrique s'il y a
plus de partenaires qui viennent vers l'Afrique. Parce que ce que nous voulons en Afrique, c'est quoi? Il ne faudra pas que les gens investissent uniquement dans le secteur minier ou le secteur de produits de premier, comment on appelle ça, les produits de base, le cacao, le café. Nous voulions aussi les investissements dans le secteur des services. Par exemple, comme ils sont bons dans les produits génériques, ça serait quelque chose de bien. Ils fabriquent des tricycles. L'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique. Même l'industrie automobile, Tata Motors. Ils sont au Sénégal. Ils vont peut-être venir au Cameroun. Il y a beaucoup de délocalisation pour l'industrie d'ingénierie informatique. L'un des, aujourd'hui, un des piliers de la Silicon Valley aussi. Exactement. Et quand on commence à investir dans le secteur de services, ça va créer de l'emploi et ça va lutter contre le chômage. Et qui lutte contre le chômage lutte aussi contre la pauvreté. Donc moi, je pense que si l'Inde vient, c'est quelque chose de bien. Et si je m'en tiens à ce que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien a dit, tout en disant que les promesses n'engagent que ceux qui croient, mais je pense que l'Inde, pour montrer qu'ils sont différents de la Chine, je pense qu'en dehors, dans les secteurs des matières premières, ils vont aussi venir dans les secteurs des services, donc dans la pharmacie, même industrielle, et ça va aussi nous aider. C'est ça qui fait comment on appelle, transfert des technologies et création d'emplois. Donc, c'est quelque chose qui est gagnant. Et surtout de lever de nouveaux impôts, des taxes. Exactement. Et c'est une bonne chose pour le Cameroun, pour l'Afrique et pour le Cameroun aussi. Très bien. Alors, Louis Kemayou, je voudrais qu'on revienne quand même sur l'impact politique et même l'influence que les grandes figures de l'Inde pourraient avoir sur l'Afrique. On se rappelle bien de cet exil de Mahatma Gandhi en Afrique du Sud. On a la grande épopée d'Indira Gandhi, lorsqu'en 1983 déjà, elle avait mis sur pied la rencontre avec les pays non alignés. C'était déjà les prémices de ce sommet qui en est à sa 3e édition. Et puis on a aussi quand même l'époque Nehru. C'est des grandes figures indiennes comme ça qui peuvent d'une manière ou d'une autre inspirer l'Afrique. J'espère qu'on tirera inspiration surtout de cela et qu'on ne fera pas des castes d'intouchables comme on en a en Inde. Si on pouvait éviter cela, ce serait bien. Non, c'est vrai que l'Inde nous a apporté de nombreux exemples. Déjà, cette femme qui a pu diriger le pays, c'était quelque chose d'assez avant-gardiste dans le paysage indien de l'époque. Aujourd'hui, l'Afrique n'a peut-être pas beaucoup de leçons à prendre, puisqu'il y a des pays aujourd'hui, quand vous regardez leur parlement, je ne parle même pas du parlement panafricain, quand vous regardez leur parlement, les femmes y sont majoritairement représentées. De plus en plus de femmes prennent leur essor en politique aujourd'hui sur le continent africain, et c'est tant mieux. Maintenant, sur les inspirations que l'on pourrait avoir, oui, faudrait arriver à faire que sur le continent africain, la démocratie vive. Mais je ne sais pas s'il y a des modèles qui s'exportent facilement, mais il y a des attitudes, dans tous les cas, qui valent le coup d'être exportées. Houphouët-Boigny disait « Qui aura l'Afrique aura le monde au XXIe siècle ». Je pense que qui aura autour de lui aujourd'hui de nombreux partenaires au niveau des pays en voie de développement aura au moins la certitude de ne pas être sous le diktat des grandes puissances comme on l'a connu pendant le temps de la guerre froide. Voilà, Eli Smith, New Delhi se positionne aujourd'hui comme le chantre, n'est-ce pas, d'une relation people to people, n'est-ce pas, dans ce que vous appelez un exemple de démocratie. De votre point de vue, est-ce qu'il est facile pour l'Afrique de calquer le modèle démocratique de l'Inde auquel vous faites allusion, ou tout au moins, comment est-ce que l'Afrique pourrait bénéficier de cette image démocratique que l'Inde offre quand même? Oui, je crois que la démocratie, c'est quelque chose d'universel. C'est un débat qu'on discute chaque fois avec des gens qui pensent qu'on peut peut-être réadapter. Mais le problème, c'est simple. L'Inde a eu des figures emblématiques. Mahatma Gandhi, qui est sorti de l'Afrique du Sud. Les Nehru, les Indira Gandhi. Mais je pense que ce que l'Afrique peut apprendre, c'est savoir la capacité de l'alternance. Vous avez le Premier ministre, l'ancien Premier ministre indien s'appelle Manmohan Singh. Il a perdu les élections, c'était le parti du Congress Party. Le traditionnel. Oui, il est parti. Et c'est le BJP, le Bharatiya Janata Party, qui est le parti actuel, le parti nationaliste indien. Il y a des bons côtés sur l'aspect démocratique indien que l'Afrique peut copier. Mais il y a aussi l'aspect négatif qu'on ne doit pas copier, que je crois M. Kemayou vient de parler, le système de caste. Et puis l'intolérance, le nationalisme hindou. On a vu dernièrement, on a tué quelqu'un parce qu'il a mangé il a tué un bœuf.
Donc, et puis, le Premier ministre indien a hésité pour condamner, parce qu'il veut faire plaisir aux nationalistes indiens. Parce que c'est sûr, on doit apprendre l'Inde, comme on dit. L'Inde aussi peut apprendre de l'Afrique en termes de tolérance. Je pense que dans nos pays en Afrique, on n'a pas un système de caste selon lequel un caste ne peut pas être chef à un homme supérieur. Donc, je crois que c'est un aspect de gagnant-gagnant entre les deux blocs. Oui, on veut les investisseurs. Oui, nous, on veut aussi attirer les investisseurs. On veut des financements, on veut des constructions de routes pour aider à soutenir notre croissance. Pour vous rappeler que les pays africains qui vont avoir une moyenne de croissance de 8% l'année prochaine, ce seraient les pays comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya. Tous ces pays-là, quand tu regardes, c'est qu'ils ont investi massivement dans leur infrastructure. Et pourquoi pas le Cameroun? Le Cameroun, c'est parce que le Cameroun, c'est la propagande. On parle beaucoup au Cameroun, on fait peu. Il y a ce que j'ai appris, Mais il y a des grands travaux qui sont lancés. On ne voit pas. Le plan d'urgence est en marche. Non, je sais pas, c'est de la propagande, parce que tous ces grands travaux auxquels on parle, on n'a pas vu. Mais en Côte d'Ivoire, en 5 ans, si on avait le temps, peut-être la régie devait nous montrer, en 4 ans que M. Laurent Ouattara est au pouvoir, nous avions vu les projets d'infrastructure qu'ils ont investis et qui est en train de déclencher la croissance. Donc au Cameroun, non. Le Cameroun doit peut-être... On a le deuxième pont sur le Vouri, on a des grands chantiers, on a plaisanterie, le deuxième pont. Ça va aller comment? C'est vraiment une grosse... C'est un début quand même. Non, mais un début pendant 33 ans, vous commencez chaque jour, vous ne grandissez jamais. Non, je crois que c'est une grosse plaisanterie. C'est que vous regardez, repartez en Côte d'Ivoire en 4 ans. Regardez ce que Alassane Ouattara a fait avec le cinéma du deuxième pont que vous êtes en train de faire sur le Vouri. Non, je pense que ça, ne blaguons pas. Très bien, on va revenir à l'Inde. Élie, on va revenir à l'Inde. Oui. Alors, pour sortir de cet échange, lui, si vous étiez aujourd'hui à ce 3e sommet et qu'il vous était donné finalement de porter le langage ou alors la parole de l'Afrique, qu'est-ce que vous diriez dans cette rencontre? 3 choses essentiellement. La première, ce sont les infrastructures. Remarquez les grandes distances qu'il y a en Inde. Elles sont énormes. Pourtant, il y a des liaisons qui permettent de faire que les coins ne se sentent pas isolés. En Afrique, pendant très longtemps, on a parlé de transafricaine, la grande route qui allait relier le continent du sud au nord, de l'est à l'ouest, et qui n'a jamais vu le jour. Au niveau des paramètres, rien n'a été fait en sorte que les chemins de fer, par exemple, pour ne parler que d'eux, se relient entre eux. Au niveau de la liaison aérienne, on a eu à un certain moment Air Afrique qui aujourd'hui a disparu. Quand vous quittez une capitale africaine pour une autre capitale africaine, c'est souvent beaucoup plus long et beaucoup plus cher que de se rendre hors du continent africain. Et donc, par moment, on est contraint de passer soit par l'Europe, soit par l'Asie, soit par d'autres pays dont les compagnies aériennes desservent nos villes. Et je crois que c'est à partir de là qu'il faudrait commencer à se dire que investir dans les infrastructures de base qui permettent aux populations de bouger facilement du Cameroun vers le Gabon, du Nigeria vers le Ghana ou le Bénin, et ainsi de suite, que ce genre de chantier-là, c'est des chantiers prioritaires. C'est la première chose. La deuxième, moi je crois, c'est le soft power. Se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Ce sont les Français qui ont une formule que j'aime bien. On n'a pas d'argent, on n'a pas du pétrole, mais on a des idées. Et je crois qu'il faudrait qu'on soit une usine à idées aujourd'hui. Et ces idées-là, c'est ce que font déjà, je me répète peut-être, mais vous prenez un pays comme l'île Maurice ou comme les pays d'Afrique du Nord, ils ont compris que même si on n'a pas un sous-sol riche, on peut avoir des infrastructures techniques qui permettent d'avoir, par exemple, Renault qui vient investir dans son pays, Peugeot qui vient investir et d'autres industries encore. Donc, il faut s'arranger pour qu'au niveau de la formation, au moins, on ait les bras qu'il faut pour que les délocalisations qui se sont faites dans un premier temps en Asie, puis en Europe de l'Est et aujourd'hui pourraient venir en Afrique, trouvent sur place des compétences qui peuvent accueillir ce genre d'activité-là. Et la troisième chose, c'est naturellement les fonds. On a besoin d'argent, tout cela a besoin d'être financé. Et donc, si jamais on pouvait avoir de l'argent venant de l'Inde, on ne va pas cracher dessus. Alors, Élie, oui. On va sortir. Peut-être en 30 secondes, vous aurez un mot à ajouter sur tout ce que Louis Kemayou vient de dire? Non, je n'ai pas... Il a tout dit ce qui, je crois, qui est important. Moi, je trouve, pour dire, la seule chose que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir beaucoup de partenaires. On dit, vaut mieux mettre tes œufs
Ne mettez pas tous tes œufs dans un seul panier. Oui. Voilà, pour être prudent. Alors, c'est sur ces paroles de Ellie Smith que nous allons mettre un terme à cet échange. C'était le débat sur la chaîne bleue, Canal de Info. Et ce soir, nous avons échangé sur cette relation entre l'Inde et l'Afrique. Et le prétexte était justement le 3e sommet entre ce géant de l'Asie et le continent africain. Le Premier ministre Modi entend relancer ainsi la présence de son pays sur le continent africain. Avec quel atout? On a essayé d'évoquer quelques-uns, mais aussi on a regardé ce que l'Afrique pourrait tirer et pourrait proposer à l'Inde dans cette collaboration pour ne finalement pas rester au banc des observateurs et voir, comme cela a été le cas avec d'autres entités, les autres venir faire des affaires chez elles sans qu'elles ne puissent faire chez les autres. Madame, Monsieur, merci de nous avoir écoutés. Restez scotchés sur les programmes de Canal de Info. Nous avions Louis Kemayou en notre compagnie. Il est le président du club, n'est-ce pas, de l'information africaine, c'est à Paris. Et Ellie Smith, notre consultant habituel. Merci et restez scotchés sur nos programmes. Voilà, c'était 40 minutes.